Al24 News, soyez les bienvenus pour une émission spéciale consacrée aux événements secouant Gaza et une partie non des moindres de la Palestine, voire au-delà de ses bordures, comme on va le voir. Soyez les bienvenus. Comme il fallait s'y attendre, il pleut dru des bombes sur l'importante densité humaine qui est Gaza. Les infrastructures de santé n'ont pas été épargnées et les hôpitaux encore debout sont submergés. Non loin de ces impacts, 300 000 réservistes sionistes se tiennent prêts, dit-on, à investir le terrain. En attendant, on détruit massivement et on bombarde sans discernement. Un déluge de feu déchire le ciel constamment de Gaza. La mort frappe partout, hier, aujourd'hui et encore. On déplore pour l'instant 600 morts et près de 2000 blessés. Le bilan est non exhaustif, mais ceci n'est qu'une partie de ce tableau dramatique. L'autre aspect est cette action spectaculaire et sans précédent signée la résistance palestinienne et ses différentes factions pour investir le territoire occupé dans le cadre d'une action déluge d'Al-Aqsa en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et ses exactions à l'encontre du peuple palestinien depuis près de 80 ans et autres assauts réguliers contre la mosquée d'Al-Aqsa. L'Algérie, de son côté, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'agression sioniste. On appelle à une intervention de la communauté internationale. L'Algérie, l'Iran également, sont à peu près, ont réagi très tôt. Leur soutien indéfectible. La plupart des pays de la région, eux, font un autre choix différent, une forme de neutralité prudente en appelant du bout des lèvres à la désescalade. S'agit-il d'une sorte de distance stratégique ou une adaptation à la réelle politique? On ne prend pas de position tranchée. Que voulez-vous, le Moyen-Orient est une région assez compliquée. Le droit des Palestiniens à combattre l'occupation criminelle n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser pour certains. Après pourtant plus de 90 ans d'injustice inique. Ce qui inquiète par-dessus tout est que l'embrasement du Moyen-Orient n'est plus une perspective éloignée, une région, on l'a dit, compliquée, où les intérêts des grandes puissances se trouvent imbriqués, qui ne pourront pas, si le conflit s'allonge dans le temps, rester les bras croisés. Alors, est-ce que nous sommes en face d'une nouvelle page de l'histoire de la région qui s'ouvre? La question est entière et sera soumise à nos invités du jour. Tout d'abord, je tiens à remercier et saluer Jacob Cohen, militant antisioniste qui réagit à partir de Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un plaisir de contribuer à votre émission. Le plaisir est partagé, on est très content de vous avoir en tout cas. Dans un instant, j'aurai avec moi Houda Ayman, militante palestinienne qui sera en direct avec nous d'Al-Quds, mais je serai en attendant rejoint et j'aurai l'honneur de discuter avec Sofiane Baroudi, mon collègue. Salutations Sofiane. Salut Karim, merci pour l'invitation. Alors, Jacob Cohen, commençons par vous, si vous le voulez bien. L'opération spectaculaire palestinienne, est-ce que, si on vous avait dit il y a quelque temps qu'elle aurait pris cette tournure, est-ce que vous l'auriez cru? Non, franchement non. Ça a été une surprise, absolue. Voilà. C'est-à-dire que, d'abord, jamais le Hamas ou aucun groupe de Gaza n'avait tenté une sortie, s'il y a eu une sortie de quelques centaines de mètres, mais envoyer à peu près un millier de personnes par mer, par air, par terre, et dans des objectifs bien déterminés, bien ciblés, et surtout une opération qui est restée secrète, c'est-à-dire que, en tout cas, a priori, personne n'était au courant. Et avec cette audace, cette détermination, cette vision, cette préparation, ce secret, franchement, je ne m'attendais pas du tout et je trouve que c'est un changement extraordinaire des paramètres du conflit régional. C'est-à-dire que rien, les conséquences, on les verra par la suite, mais je pense que c'est un changement important qui vient d'être apporté au rapport de force et à la manière de les développer dans la région. Alors, on a posé la question à pas mal d'invités depuis 2 jours. J'aurais souhaité avoir votre avis. Comment vous expliquez que le cordon sécuritaire sioniste ait cédé face aux assauts
palestinien, surtout que ce cordon sécuritaire qu'on disait, plutôt inviolable. Ok, il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, vous savez, il y a une semaine, le chargé de la sécurité nationale américain faisait une tournée dans la région et il avait déclaré, enfin bien sûr on a retrouvé sa déclaration, à l'époque ça n'avait pas fait grand bruit, mais il avait déclaré il y a juste une semaine que la région traversait un calme absolu, que tout était normal, etc. Et c'est vrai que disons, les Israéliens se sont installés dans une espèce de tranquillité par rapport à Hamas. Ils géraient plus ou moins bien la Cisjordanie. Avec Gaza, il se passait quasiment pas grand-chose. Il y avait des ouvriers, c'est un signe positif, c'est-à-dire de détente. Il y avait 10 à 15 000 ouvriers de Gaza qui allaient travailler en Israël quotidiennement. Et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de tension particulière. Et donc, vous savez, et puis il y avait aussi un jour de fête en Israël, c'était le Shabbat et un jour de fête. Donc c'est un jour de détente, un jour où les gens sortent, vont faire des pique-niques, etc. Et il y a aussi un sentiment de supériorité israélienne qui leur fait comprendre qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Voilà, les Israéliens sont installés dans ce sentiment. D'ailleurs, c'est ce qui leur était arrivé en 1973 par rapport aux Égyptiens. Donc, ils ont développé ce sentiment de supériorité tel qu'ils n'auraient jamais imaginé. Vous savez qu'ils ont un mépris total pour les Arabes et pour les Palestiniens. Donc, ils n'auraient jamais imaginé que des bougnoules, je mets ça entre guillemets bien sûr, osent s'attaquer à ce puissant État, à son système de défense, etc. Donc, c'est tous ces critères réunis. Donc vous êtes formel. Oui. Le système sécuritaire sioniste a cédé, c'est ce que vous dites. Non, oui, disons qu'il y a eu une espèce de creux ou une espèce de temps mort dont le Hamas a profité. Voilà. C'est-à-dire ils ont attaqué à 6 heures du matin, donc un jour de fête, et toutes les circonstances que je viens d'évoquer. Et finalement, ils ont bénéficié de quelques heures de total désarroi, d'incompréhension. Les Israéliens se demandaient, enfin, je veux dire, les services peut-être qu'il n'y avait même pas des gens dans les bureaux. La plupart des bureaux étaient fermés, à part quelques postes d'alerte. Donc, ils étaient complètement sidérés, ahuris, et ils ne savaient pas ce qui se passait probablement. Ils se demandaient, enfin voilà, donc les militants du Hamas ont bénéficié de 4-5 heures de complet désarroi des Israéliens. Voilà. Mais Jacob Cohen, on est au sein d'une région où les rituels, les fêtes religieuses, surtout la veille de ces cérémonies, sont étroitement surveillés. On se met carrément en état d'urgence pour les services de sécurité cette année. On savait très bien qu'on fêtait les 50e années, la 50e année ou les 50e années de la guerre de Yom Kippour, et on était à la veille d'une fête religieuse. On savait très bien, enfin on le faisait à l'accoutumée, les services secrets sionistes étaient plutôt vigilants lors de ces éphémérides festifs. De la Cisjordanie. Quand ils font de la surveillance, en général, quand ils parlaient, les médias israéliens, quand ils parlaient pendant cette période de fête, ils mettaient l'accent sur la Cisjordanie. Est-ce qu'il y aura des actions, des attentats, etc. Et vis-à-vis de la Cisjordanie, les Israéliens font ce qu'on appelle, ils bouclent le territoire. Et donc, ils ferment les checkpoints, ils interdisent la circulation entre les villes, et donc, ils se croyaient, disons, prémunis de tout danger. Ils ne voyaient le danger que de la Cisjordanie. Ils n'auraient jamais imaginé que le danger viendrait de Gaza. En tout cas, les médias n'ont jamais évoqué le danger qui pourrait venir de la bande de Gaza. Voilà. D'accord. Alors, nous rejoint, comme je vous le disais au départ, Houda Ayman. Bonsoir, madame.
Vous m'entendez? Il semble qu'on ait des petits soucis techniques. Houdaïman? Bonsoir. Bon, je reviens vers Houdaïman dans quelques instants. Alors, Sofiane Baloudi, nous sommes au 3e jour de ce qu'il faut appeler une guerre. Quelle est la situation sur le terrain? Ce qui s'est passé, comme ça a été expliqué, c'est que la bataille d'Eluj d'Al-Aqsa a été vraiment un facteur très très surprenant, non seulement pour le dispositif sécuritaire qui est très important aux abords de la bande de Gaza qui est sous blocus depuis plus d'une quinzaine d'années, je le rappelle. Et il faut savoir que la région et la zone sud est hautement militarisée et que l'offensive des factions de la résistance palestinienne a permis une avancée significative sur plusieurs axes. Et on est au jour d'aujourd'hui, il y a encore des batailles dans les territoires occupés palestiniens, les territoires occupés en 1948. Il y a une incursion derrière les lignes sur plusieurs points, comme je le rappelais. D'ailleurs, plusieurs blogueurs militaires, notamment des blogueurs militaires qui s'intéressent de près au conflit ukrainien, ont comparé ce qui s'est passé à la contre-offensive ukrainienne et ont évoqué le fait que, si vous voulez, la bataille d'Eluj al-Aqsa a réussi à faire ce que les Ukrainiens n'ont pas réussi à faire en 4 mois, alors qu'ils étaient soutenus massivement, notamment par une aide, on le sait, occidentale très conséquente en matière d'armement. Après, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que déjà, ce n'est pas le fait d'une simple organisation palestinienne qui est isolée, mais c'est le fait d'une chambre de commandement qui cumule toutes les organisations politico-militaires palestiniennes de différentes obédiences et que, si vous voulez, l'idée ou alors la conséquence notamment de l'agression sioniste très particulièrement brutale qui a cours actuellement sur Gaza, on parle aussi de l'éventualité d'une intervention terrestre de très très grande ampleur, vous avez cité 300 000 réservistes, il y a aussi beaucoup de moyens qui sont mis en place, des moyens jamais vus, par exemple 80 avions de chasse, et des moyens très, très, très importants. On parle de bombardement au phosphore blanc qui est interdit par les conventions internationales. Et donc, il y a aussi une tentative ou alors une velléité pour asseoir une jonction, notamment avec la Cisjordanie occupée, où il y a des accrochages, des confrontations entre les résistants palestiniens et les forces de sécurité sionistes déjà depuis le premier jour de cette bataille. Et depuis quelques mois déjà, il y a une recrudescence de la contestation, notamment en Cisjordanie, notamment dans la région de Jenin, qui est particulièrement connu pour abriter, si vous voulez, c'est un fief de la résistance palestinienne. Aujourd'hui, la faction armée du Fath, aussi, Kataib Shuhada al-Aqsa, ont annoncé le ralliement ouvertement à la bataille, parce que c'est qualifié par tout le monde de bataille, la bataille d'Al-Aqsa. Il faut rappeler aussi la conjoncture dans laquelle cette nouvelle phase, parce qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle phase stratégique, non seulement au Moyen-Orient, mais sur l'échiquier international. Il faut rappeler déjà la conjoncture internationale marquée par de profonds bouleversements de par le conflit ukrainien qui n'ont pas été enregistrés apparemment par, si vous voulez, le camp impérialiste, mais le camp de la résistance palestinienne, lui, a tiré les enseignements. D'ailleurs, on a remarqué dans les techniques qui sont utilisées une grande inspiration, notamment par l'utilisation des drones et des moyens de la guerre, de la guerre moderne qui ont été utilisés d'une manière vraiment très, très précise et surprenante. On sait qu'il y a des factions palestiniennes qui sont introduites en territoire occupé. Est-ce qu'on connaît leur nombre et leur situation, on va dire, géographique? Écoutez, ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a plus de 1000 combattants palestiniens qui ont réussi si vous voulez, à arriver derrière les lignes ennemies. Et ce qui a été annoncé notamment par le porte-parole du bras armé du Hamas, c'est que ces combattants ont pu même être changés, c'est-à-dire qu'ils ont été renouvelés après le premier jour de combat. Après, on ne sait pas exactement le nombre, mais ce qui est déjà inédit, c'est qu'il y a une opération de libération. Et donc, on est passé d'une résistance, si vous voulez, défensive à une forme de guerre de libération, alors de ce qui était appelé dans le langage stratégique révolutionnaire de guerre populaire prolongée, qui est soutenue par un mouvement politique de masse, non seulement en Cisjordanie occupée, mais aussi dans les territoires occupés en 1948, notamment à Al-Quds, où il y a eu déjà des manifestations et aussi beaucoup de soutien politique. Et il y a eu aussi des accrochages armés qui ont été rapportés ici et là. Il y a la possibilité aussi que le conflit s'élargisse, notamment en Cisjordanie. Cisjordanie occupée. Oui, il y a eu aussi dans Al-Quds, dans les territoires occupés en 1948 et dans plusieurs régions. D'ailleurs, il y a une répression massive qui s'abat sur les militants et les activistes palestiniens, mais une répression très très intense parce que l'occupant a déclaré officiellement l'état de guerre. Il y a aussi une possibilité de jonction avec le mouvement de résistance au nord, notamment au sud Liban. D'ailleurs, il y a des tensions qui sont très très importantes. On parle aussi de la mobilisation de l'armée arabe syrienne
autour du plateau du Golan, qui est occupé illégalement depuis plus de 50 ans, justement, qui a été annexé au mépris de la communauté internationale. Et donc, il y a vraiment, si vous voulez, une conjonction de facteurs qui transposent dans une nouvelle configuration stratégique, non seulement dans la région, mais aussi au niveau international. Alors, on me dit que Houda Iman est avec nous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, troisième jour du conflit, vous qui habitez El Quds, donnez-nous à chaud, de prime abord, quelle est la situation, quel est l'environnement là-bas? Oui, alors samedi matin, effectivement, on s'est réveillé tôt le matin en entendant les sirènes. Moi, puisque j'habite Jérusalem, il y a toujours des sirènes pour le Shabbat quand il y a des fêtes juives ou quand le Shabbat entre. Samedi, par exemple, tout ça, je pensais que c'était la fin de la fête. Donc, je ne me suis pas beaucoup occupée d'écouter les nouvelles tout de suite, mais très vite, quand j'ai entendu le sirène une deuxième fois, une troisième fois, j'ai compris bien sûr qu'il y avait des missiles. Donc oui, pour la première fois, comme disaient quelques personnes pendant le reportage, que c'est la première fois peut-être que le Hamas, donc la faction politique d'opposition, donc nous le voyons, les Palestiniens, comme un mouvement de résistance, clairement. Est-ce qu'on s'attendait à ce type de choc, on va dire? Est-ce que la semaine avant ou les jours précédents l'opération palestinienne, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, un faisceau d'indices, une nervosité dans l'environnement? Est-ce qu'on sentait qu'il y a quelque chose qui se tramait? Écoutez, peut-être que vous aurez plusieurs narratives. Il y a quelques personnes qui vont vous dire c'est la première fois que Hamas, ils font ça comme surprise, il n'y avait rien qui se passait. Non, mais pour moi, une citoyenne de la Palestine, occupée par Israël, dès que je pars un peu de mon pays, je reviens, on m'enlève le droit de résider chez moi, à Jérusalem. Mes frères et ma sœur sont devenus touristes. Jérusalem est fermée tout le temps pour la majorité des Palestiniens qui habitent même à quelques kilomètres, par exemple à Bethléem ou à Ramallah. Il y a eu quand même pendant toute la duration de la fête juive, Sukkot et Rosh Hashanah et toutes les fêtes juives pendant quelques semaines, des colons qui dansaient, qui désacralisaient complètement la mosquée Al-Aqsa. Il y avait la veille, donc vendredi soir aussi, de raids israéliens à Jenin, à Hawara, à Nablus. Donc, la réponse de Hamas, c'est une réaction de tout ce que l'occupation israélienne est en train de faire. Et c'est des crimes parce que moi qui habite à Jérusalem, je peux vous dire que tous les heures, il y a des militaires qui arrêtent les jeunes Palestiniens qui sont dans la vieille ville, s'ils vont prier, s'ils vont à l'école, les vieilles femmes n'ont plus le droit d'aller à la mosquée. Pendant les fêtes juives aussi dernièrement, donc ils ont interdit aux Palestiniens d'aller à la mosquée Al-Aqsa pour faire leur prière. Ils ont dit à un moment, OK, si vous avez 70 ans, on vous laisse entrer, mais il y avait quelques témoins quand même à la porte de l'entrée de la mosquée Al-Aqsa, à Bab el-Majlis. Il y avait quelqu'un qui avait 75 ans qui a dit, on ne me laisse pas entrer à la mosquée Al-Aqsa. Donc, il y a eu quand même une série des épisodes qui laissaient quand même entrevoir que un choc quand même se préparait. Donc, je vous le disais, la condamnation de la communauté internationale en début des opérations concernant le siège de Gaza ne s'est pas fait attendre. Je vous propose un tour d'horizon des déclarations de figures internationales par rapport aux menées criminelles sionistes dans la bande de Gaza.
La sortie de ce bain de sang est primordiale. L'arrêt immédiat des agressions sionistes sur notre peuple crée un horizon politique basé sur les résolutions des Nations Unies et le droit international. Mais aussi, selon la Charte de la sécurité arabe, Israël est un état d'occupation et d'agression. Notre peuple a le droit de se défendre. Nous avons prouvé cela à maintes reprises à ceux qui veulent voir les choses d'un seul œil. J'admets que nous n'approuvons pas. J'admets que nous n'approuvons pas du tout que des civils soient attaqués. Mais tous les civils, pas les civils d'un peuple ou d'un État bien précis. Les autres civils ne sont pas regardés avec le moindre intérêt. Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'importance et la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Non seulement il faut cesser les combats de toute urgence et trouver une solution aux problèmes auxquels est confrontée la population civile, qui est en grand nombre victime de la situation actuelle, mais il faut également prêter attention à la question palestinienne qui n'a pas été résolue depuis des décennies. Il existe des décisions directes, claires et sans équivoque du Conseil de sécurité de l'ONU, des accords entre Israël et les Palestiniens, y compris les accords d'Oslo et de Madrid, et bien sûr l'initiative de paix arabe. Lors d'un appel téléphonique entre notre ministre des Affaires étrangères et certains de ses homologues qui a eu lieu hier soir, la suggestion de tenir une réunion extraordinaire d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Quiconque menace la République islamique d'Iran doit savoir que toute action insensée à notre encontre entraînera une réponse dévastatrice. L'opération militaire spéciale en Ukraine est un processus indépendant, une opération distincte menée par les forces armées russes conformément aux instructions du commandant en chef suprême et aux plans existants. Tout se passe comme prévu. La situation en Israël est un événement complètement différent. Nous observons avec une grande inquiétude ce qui se passe autour d'Israël au Moyen-Orient. Cette situation a le potentiel de se propager et c'est donc un sujet qui nous préoccupe particulièrement pour l'heure. Ouda Iman, vous avez entendu comme moi les réactions de figures, pas toutes, mais de certaines figures internationales qui condamnent plus ou moins les violences que subit la bande de Gaza. Mais certains pays, pour l'instant, sont plutôt timides. Quelle est votre réaction ? Effectivement, quand on regarde la télévision ou les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a deux narratives distinctes, très différents l'un de l'autre. Il y a les gens les gouvernements, parlant des gouvernements, parce que le peuple, c'est clair que le peuple dans beaucoup de pays et surtout en Europe ne sont pas tout à fait avec la décision ou la condamnation de leur gouvernement. Et donc, on voit bien, oui, la différence. En fait, il y a deux narratives très différentes. Donc, là, par exemple, cet après-midi, on a été informé par que le commissaire général de l'Union européenne va arrêter le mandat, donc les donations, la contribution financière pour l'autorité palestinienne, qui est équivalent de 700 000 euros. Donc l'aide européenne pour l'autorité palestinienne va s'arrêter. C'est une des premières menaces qu'on a eues. Et plusieurs condamnations par beaucoup de pays européens, l'Espagne, la France, l'Angleterre, bien sûr les États-Unis, ne parlons pas. Donc, il y a d'inhabituel. Parce que pour eux, Israël, c'est leur bébé, parce que pour eux, c'est la culpabilité encore de Shoah, de l'Holocauste, parce que pour eux, ils ne veulent pas que le peuple juif revienne en Europe aussi, pour dire très clairement les choses, et parce que aussi, ils ont donc cette culpabilité qui donne beaucoup
d'impunité à Israël. Et ça suffit. On a bien témoigné les invasions, plusieurs invasions à Gaza. Et il n'y avait pas une attaque de Hamas quand même, mais il y avait toujours d'invasions, pas seulement à Gaza. Il y avait même le pogrom, c'est qu'on a appelé le pogrom de Hawara, donc l'occupation de Jérusalem. Alors, on essaiera de récupérer Houdaïman dans quelques instants. Alors, Jacob Cohen, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous faisiez le parallèle avec la guerre du Kippour de 1973 qui avait démarré par une menée offensive syro-égyptienne contre l'entité sioniste, donc une coalition d'États arabes, parce qu'il n'y a pas que ces deux pays. On peut faire un parallèle avec les événements du 6 octobre, à savoir l'opération spectaculaire palestinienne. Mais déjà, lors de la guerre de Kippour, l'entité sioniste avait échappé de très peu à... on ne va pas dire sa destruction, mais en tout cas, on aurait, si la coalition arabe avait réussi à effectuer une percée, peut-être que la carte du Moyen-Orient aujourd'hui serait complètement différente. Même quand on voit aussi la guerre contre le Hezbollah dans les années 2000, l'entité sioniste ou l'armée sioniste avait aussi sous-estimé les unités du Hezbollah. Donc j'en viens à ma question, est-ce qu'on n'a pas finalement, est-ce qu'on n'est pas tombé finalement dans le piège du mythe de l'armée invincible du Moyen-Orient? Bon, Israël a construit ce mythe de l'invincibilité dû à la guerre de 67. Bon, il y a plusieurs facteurs, je ne vais pas revenir, notamment une préparation de 2-3 années avant, grâce à l'espionnage, etc. Bon, et donc Israël a construit ce mythe là-dessus. Mais après, la guerre de 73 avait montré que ce mythe avait été largement ébréché. Pourquoi? Parce que les Égyptiens et les Syriens avaient préparé une attaque et si les Israéliens n'avaient pas réagi avec suffisamment de force et même préventivement ou à temps, c'est parce qu'ils n'y croyaient pas. Il y a ce sentiment de supériorité vis-à-vis des Arabes en se disant qu'ils n'oseraient pas. Voilà. Et donc ça les a empêchés, disons, de réagir très, très, très vite. Mais Israël est passé à côté du désastre. Alors, je ne suis pas historien de la guerre, mais il y a probablement 2 facteurs qui avaient joué en faveur d'Israël, qui ont sauvé Israël. C'est le pont aérien monumental fait par les États-Unis, qui envoyait des dizaines d'avions chaque jour pour ravitailler Israël en armement. Et deuxièmement, une erreur apparemment stratégique d'après les historiens militaires que j'ai vus, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, c'est que les Égyptiens se sont lancés, ont conquis une partie du Sinaï et se sont aventurés sans couverture aérienne, etc. Enfin bon, apparemment, moi je ne sais pas trop. Mais donc, quand même, l'invincibilité israélienne est un mythe. Et surtout, le mythe a été anéanti au Sud-Liban. Il faut quand même rappeler, c'est énorme ce qui s'est passé. On l'oublie. Israël a abandonné de force un territoire conquis militairement qu'il avait voulu, amalgamer à son territoire. Il a bien pris Al-Quds, il a bien pris le Golan. Et le Sud-Liban devait lui revenir. Il avait commencé à construire, à se renforcer, etc. Et le Hezbollah, par la force des armes, l'a obligé à se retirer la queue entre les jambes. Et ça, je pense quand même que c'est à inscrire dans l'histoire des guerres entre le régime sioniste et le monde arabe, parce que une poignée de militants aguerris avait montré qu'on pouvait chasser Israël d'un territoire qu'il convoitait. On revient vers vous dans un moment après une courte page de publicité. À tout de suite.
Et retour sur le plateau pour l'édition spéciale consacrée à la guerre entre Gaza et l'entité sioniste. Et justement, avant la coupure pub, on parlait de ce spectre historique de la guerre de Yom Kippour de 1973 qui a laissé des traces béantes au sein de la société sioniste. Tout le monde semblait l'oublier, sauf la nouvelle génération des combattants palestiniens qui font à leur manière une sorte de rappel par rapport à cette date, pourtant qui n'ont pas vécu, puisqu'on a affaire à une nouvelle génération. Sofiane Baroudi, tu voudrais peut-être réagir sur cet aspect. Alors oui, l'aspect symbolique du 50e anniversaire de la guerre d'octobre, qui est considéré dans le monde arabe un peu comme étant, si vous voulez, une victoire en réponse à la défaite de 1967, mais qui en réalité, la guerre d'octobre 73 ne s'est jamais terminée. Parce que si certains États ont conclu des traités de paix avec l'entité sioniste, d'autres États ont dû se confronter dans des guerres perpétuelles avec celle-ci. Je pense notamment à la Syrie, dont le plateau du Golan a été occupé et annexé illégalement en 1982, au Liban aussi qui a été envahi et une partie a été occupée pendant moins 20 ans parce qu'il a fallu attendre l'an 2000 pour voir le retrait des forces sionistes du sud Liban. Et il y a encore une partie actuellement qui sont les fermes de Sheb'a et Tilal Kafar Shouba qui sont encore occupées en violation du droit international, et aussi une partie des eaux territoriales libanaises que l'entité sioniste commence à exploiter parce qu'elles sont riches notamment en ressources d'hydrocarbures. Et donc, si vous voulez, il y a une prolongation du conflit, même si dans la narrative officielle, ce conflit-là a été complètement enterré, où il y a eu des tentatives de liquidation de la cause palestinienne, des droits fondamentaux du peuple palestinien, mais aussi des droits fondamentaux des États arabes, que sont aussi la Syrie et le Liban, parce qu'il faut rappeler que, y compris l'initiative de paix arabe qui est remise sur la table par la Ligue arabe, elle comprend non seulement la reconnaissance de l'État palestinien et des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment le droit au retour des réfugiés par exemple, mais aussi la libération des terres arabes qui sont toujours sous occupation depuis 1973 et en gros depuis les années 70. Justement, je voulais parler de ça avec Hudayman sur cette nouvelle génération de combattants palestiniens qui n'ont pas connu cette guerre de 1973, qui n'ont pas connu les séquences de guerre au Liban, qui n'ont pas connu beaucoup d'épisodes de guerre liés à la région. On a l'impression qu'on a affaire à une nouvelle génération de combattants. Mais les jeunes générations palestiniennes ils n'ont pas vécu la guerre de 67 ou 73 ou 48 ou Yom Kippour ou tout ça, mais ils vivent tous les jours une guerre qui est pour le monde un peu ambiguë, qui résiste tous les jours l'occupation israélienne, l'arrestation, les démolitions de maisons. Ils vivent tout ça tous les jours, les jeunes palestiniens, donc les nouveaux combattants. Et à Gaza, c'est pareil. Là, aujourd'hui, on est en train de parler dans les chaînes françaises ou israéliennes qu'il y aura que Israël va boucler Gaza, mais Gaza est bouclé de toutes les manières depuis 20 ans. Et Jérusalem est fermée pour la majorité du peuple palestinien depuis plus que 20 ans aussi. Donc, il y a les barrages, il y a le mur, il y a l'évacuation, l'expulsion de gens, des habitants. Et même ici, à Jérusalem, en plein quartier de Sheikh Jarrah, c'est un quartier résidentiel, un quartier où il y avait... avant 67, toutes les missions diplomatiques, les Saoudiens, les Libanais, les Irakiens, les Algériens. Aujourd'hui, il y a les missions diplomatiques européennes. Et même malgré ça, c'est ce quartier où il y a des expulsions presque quotidiennes de Palestiniens et de sortir de chez eux. Donc, tout ça, c'est... ça donne pas ni le calme, ni la stabilité, ni l'espoir aux jeunes Palestiniens. Donc, effectivement, ils n'ont pas vécu la guerre, mais ils vivent tous les jours
une guerre qui n'est pas du tout condamnée par le monde. Merci. Et nous rejoint de Bruxelles Michel Collomb, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, vous avez travaillé sur un autre aspect de la guerre, à savoir la guerre médiatique. Il y a quelques années déjà, vous avez dirigé ou co-dirigé un ouvrage qui s'intitule « Israël, parlons-en ». Vous avez interrogé une dizaine de spécialistes et vous êtes arrivé à la conclusion qu'il était difficile de critiquer l'entité sioniste. Et on le voit aujourd'hui avec le narratif qui est diffusé au sein des rédactions occidentales. Est-ce que cela vous étonne? À l'époque, c'était difficile et aujourd'hui, c'est impossible. Nous avons une véritable tempête de haine, de diabolisation, de censure et de répression illégale sur toute personne qui essaye d'exprimer un sentiment de « il faut analyser ce conflit, il faut comprendre les causes, il faut d'abord rappeler ce qu'Israël fait aux Palestiniens depuis plus de 70 ans et particulièrement ces derniers mois. » Et on a une hypocrisie totale et une désinformation en Europe. Et je pense que c'est important que nos frères algériens, nos frères arabes en général, et bien sûr les Palestiniens, se rendent compte à quel point on est dans un état de censure et de violation de la liberté d'information ici en Europe, et qu'il y a un rôle à jouer par rapport à ça aussi, parce que je pense que Israël ne peut pas continuer ses crimes sans le soutien très actif des États-Unis et de l'Europe. Et donc, si l'opinion publique européenne est au courant de ce qui se passe vraiment, et maintenant elle ne l'est pas, à ce moment-là, la position d'Israël sera encore affaiblie et ils seront obligés de négocier, et obligés de reconnaître les droits des Palestiniens. Mais finalement, en temps de guerre, l'information est aussi une denrée sensible. Vous avez travaillé sur différents cas à travers le concept de médias mensonges. On se souvient de vos reportages en Libye. Vous avez aussi analysé le cas de la Syrie, de pas mal de contrées. On voyait une espèce de nasse d'intoxication quand il s'agissait des intérêts occidentaux. Alors je vous pose la question sans embâche. Où en est la liberté d'expression en Occident? Et justement, elle va très mal. Cette année, il y avait, comme depuis plusieurs années, à la Sorbonne, qui est donc l'université la plus prestigieuse de Paris, qui existe depuis des siècles, et dans cette université, il y avait un cycle de conférences tous les 15 jours, Marx au XXIe siècle, par des gens qui estiment qu'effectivement, Marx et les concepts qu'il a développés permettent de comprendre très bien la guerre, les injustices, l'occupation coloniale et donc les guerres d'aujourd'hui. Eh bien, ce séminaire vient d'être purement et simplement interdit par les autorités de Paris 1. Il est interdit dorénavant de prendre la parole à des gens comme moi, mais il y avait bien une quarantaine de chercheurs, des gens avec beaucoup de travaux, de recherche, d'expérience, de publications, qui sont tout simplement interdits de parole. Donc je crois que l'information doit circuler au plus vite là-dessus dans le monde parce que l'Europe, elle a encore, pour beaucoup de gens, un mythe de quand même, il y a des libertés, il y a beaucoup de progrès social, etc. On est en train de vraiment démolir les libertés. Vous savez que pendant la guerre d'Ukraine, l'Union européenne, Madame von der Leyen et Charles Michel ont tout simplement supprimé et interdit les télévisions RT et Sputnik qui donnaient le point de vue russe et qui donnaient une confrontation là-dessus. Donc les gens ici n'ont plus le droit d'entendre que la parole de leur gouvernement, en fait. Justement, vous avez travaillé ces derniers temps sur le cas ukrainien. On voit un peu le différentiel entre la situation des Palestiniens et des Ukrainiens. À la fois, les Ukrainiens ont tout à fait le droit de se défendre, alors que les Palestiniens sont caricaturés comme étant une horde de barbus barbares qui sont juste animés par une envie sanguinaire de tuer, tout bonnement. Voilà, il y a d'un côté une confiance aveugle dans ce que dit M. Zelensky et pourtant souvent pris en flagrant délit de mensonge sur les faits.
et qui est en fait ce que les États-Unis et la Grande-Bretagne lui disent de dire. Donc ça, on ne peut pas en discuter. On ne peut même pas en débattre pour dire que ce n'est pas la seule version. Tandis que les Palestiniens, je le rappelle, qui d'après l'ONU sont un peuple occupé, agressé, vivant sous occupation, les gens en Afrique du Sud et même des responsables israéliens ont dit, bien, nous sommes un État d'apartheid. Et là, on inverse complètement l'agresseur et l'agressé, ce que je viens de constater dans quasiment tous les médias, il y a très peu d'exceptions, en France et en Belgique, c'est que les Palestiniens qui résistent sont présentés comme les agresseurs. Et mon Premier ministre, par exemple, M. De Croo, a dit Israël a le droit de défendre sa population. M. De Croo, vous mentez. Vous mentez, vous cachez à votre opinion que depuis plus de 70 ans, c'est Israël l'agresseur qui a massacré des civils, détruit des maisons, arraché des oliviers et qui poursuit. Il suffit de regarder la carte de l'évolution des territoires palestiniens depuis 70 ans. Israël qui poursuit une opération de nettoyage ethnique et d'expulsion des Palestiniens. Donc ça, c'est contraire à tous les droits de la Déclaration des droits de l'homme, c'est contraire à la Charte des Nations Unies, et vous mentez à votre population en cachant ça et en disant ce que les Palestiniens font, c'est pas bien. Donc on a vraiment l'application de ce que j'ai développé dans les livres dont vous avez parlé, les 5 principes de la propagande de guerre. On cache les intérêts économiques. Bien sûr que les États-Unis et l'Europe veulent conserver Israël comme flic du Moyen-Orient, c'est-à-dire flic du pétrole et du gaz. On cache l'histoire, c'est-à-dire que oui, ce sont les Britanniques et les États-Unis qui ont fabriqué Israël, qui ont volé les droits du peuple palestinien. On diabolise l'adversaire. On a toujours présenté les résistants palestiniens comme des terroristes, des extrémistes qu'il fallait détruire. On inverse l'agresseur et l'agressé. Je répète, c'est Israël l'agresseur. Et le 5e et dernier principe de la propagande de guerre, monopoliser le débat, c'est-à-dire faire en sorte que les gens n'entendent qu'une version et ne peuvent pas commencer à réfléchir avec leur propre cerveau. Voilà, je pense que les Européens, mais aussi nos amis dans le monde arabe et partout dans le monde, en fait, doivent s'emparer de ça et dire à nos premiers ministres, et en France, Macron, il a exactement le même discours, vous êtes des menteurs, et s'adresser directement aux citoyens d'ici qui sont prêts à entendre ça. Vous savez, il y a pas mal de méfiance envers les médias, mais évidemment, les gens qui n'entendent qu'un seul son de cloche, qui n'ont pas l'occasion, comme nous le faisons avec Investigation, d'étudier tout ça, de mener des recherches, de présenter des vidéos, des livres, et les gens, évidemment, ils se font avoir, et c'est très dommage parce que c'est contre leurs intérêts. Du coup, on est en train de rendre l'Europe l'objet de détestation du monde entier, ce n'est pas notre intérêt. On est en train de dépenser énormément d'argent pour des armements, alors qu'en réalité, on aurait besoin de cet argent contre la pauvreté, pour les écoles, pour les hôpitaux qui ne vont pas bien. Et donc, on doit absolument intervenir pour dire aussi aux Européens, aux citoyens, cette guerre, elle n'est pas dans votre intérêt. Votre intérêt, c'est la justice, donc les droits des Palestiniens, et qu'on puisse enfin vivre dans le respect et l'égalité des nations, tout simplement. Justement, j'aimerais qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères Lavrov sur le parallèle entre le traitement médiatique de l'Ukraine et la Palestine. Mais avant, je dis au revoir à Michel Collomb. Je crois qu'il doit nous quitter. Merci d'avoir été avec nous, même si c'était court, mais un réel plaisir. À très vite, Monsieur Collomb. Avec plaisir. À bientôt. Voilà, on écoute à présent Sergueï Lavrov sur le parallèle entre la situation ukrainienne et palestinienne. La technique, peut-être, n'a pas encore... C'est pas grave, on reviendra à Sergueï Lavrov dans un moment. Alors, Jacob Cohen, justement, je reviens vers vous sur l'orientation des médias occidentaux quand il s'agit des guerres sionistes. Vous avez portraituré il y a quelques années des profils d'agents dormants sionistes qui se tapissaient au sein des rédactions ou des représentations médiatiques occidentales. Vous avez appelé ça, enfin ça s'appelle comme ça, les Sayanim. Et votre livre s'intitulait Le printemps des Sayanim. Qu'est-ce qu'un saillant? C'est le singulier de Sayanim. Alors parlez-nous de ces agents. Le chef du Mossad en 1959 a créé le corps des Sayanim. Il s'est dit, on a des milliers de juifs, des dizaines, des centaines de milliers de juifs de par le monde qui occupent des fonctions importantes. Pour ceux qui veulent s'informer, je les envoie au livre de Gordon Thomas,
qui a interviewé tous les chefs du Mossad depuis celui de 1959, Meir Amit, et le livre de Vigor Ostrovsky, qui a été agent du Mossad et qui en a parlé dans son livre dans les années 80. Donc ce sont des dizaines de milliers de juifs de par le monde, on peut estimer leur nombre à peu près à 50 000, qui sont, bon, on peut dire aux États-Unis, en Angleterre, en France, bon, dans les médias, dans le monde du cinéma, dans la banque, dans la publicité, dans la littérature, dans l'université. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de l'interdiction d'un programme à la Sorbonne. Mais ça, ce sont des choses qui viennent des Sayanim, c'est-à-dire ce sont des juifs qui sont français, par exemple en France, qui occupent des fonctions normales à l'université, au ministère, dans les médias, dans l'édition, et qui, eux, agissent en douce en faveur du Mossad, en faveur d'Israël. Et c'est ce qui donne d'ailleurs, les gens s'étonnent, mais pourquoi tous les médias, pourquoi tout dans le pays est à 95% pro-israélien. Mais c'est parce que ces Sayanim, qui sont à peu en France, on peut estimer leur nombre à 4 000 à 5 000, qui sont placés stratégiquement dans les lieux de pouvoir, mais pas seulement dans les médias, ça peut être la publicité, l'édition, etc., qui sont par milliers et qui agissent en douce, en sous-main, sans qu'on les soupçonne. Ce qui fait que, par exemple, il y a un mois, l'université de Lyon avait voulu faire un colloque sur l'apartheid israélien, et bien l'université de Lyon, grâce à ces Sayanim infiltrés dans les ministères, etc., a décidé, et il n'y a pas eu d'intervention de l'ambassade d'Israël. Et donc finalement, ces milliers d'agents qui travaillent en sous-main pour le Mossad, pour Israël, et qui contribuent à la suprématie, à la domination médiatique, économique, cinématographique. Imaginez la puissance des Sayanim à Los Angeles dans le monde du cinéma. Juste pour vous donner une idée. Spielberg, un soir, il avait invité des amis, producteurs de cinéma, etc., un cocktail, et il y a quelques années, et il a dit « Allez, on va faire un geste pour Israël ». Eh bien, il a ramassé 31 millions de dollars ce soir-là, juste pour Israël. Donc, imaginez la puissance de tous ces producteurs, ces réalisateurs, de tous ces banquiers qui sont liés à Israël et qui travaillent en sous-main pour combattre la propagande, enfin, ou l'information. La représentation négative de l'entité sioniste. Voilà. Et c'est ça qui donne, et malheureusement, c'est pas très connu, les Sayanim. Mais en fait, les gens se demandent, mais pourquoi, d'où vient cette puissance? Pourquoi toujours Eh bien, justement, parce qu'Israël a développé ce corps des Sayanim depuis à peu près depuis 59, et qui travaille vraiment avec efficacité, avec ardeur. Juste un exemple, la société Publicis en France, qui contrôle 50% du marché publicitaire en France. Elle est dirigée depuis la fondation avec Bleustein Blanchet par des judéo-sionistes. Voilà, donc, voilà, enfin, on peut faire rapidement le lien avec la puissance médiatique israélienne. J'invite les téléspectateurs à se procurer votre ouvrage qui est sorti il y a quelques années, qui s'intitule « Le printemps des Sayanim », s'ils veulent avoir plus d'informations concernant ces agents assez spéciaux. On revient au conflit Razaoui, et c'est une guerre, on l'a dit, qui risque de s'allonger dans le temps. On signale hier des bombardements au phosphore blanc qui ont été signalés. Sur place, les Palestiniens continuent d'enterrer leurs morts. Un sujet signé Nariman Zegar. Des adieux déchirants, les Palestiniens pleurent les êtres chers à leur cœur, des hommes, des femmes, mais également des enfants partis trop tôt. Le chagrin est tellement fort qu'il en devient presque palpable à travers ces images.
Tout le monde devrait résister avec le peuple de Gaza. Vous devriez tous sortir. Pourquoi restez-vous silencieux? Ce qui arrive au peuple de Gaza est injuste. Les jeunes hommes, les enfants, les garçons, les femmes, tous sont partis. Tous nos enfants et nos fils, nos filles sont partis. C'est injuste. Par Dieu, tout cela est injuste. Des dégâts ont été constatés dans diverses zones de la ville. Les habitants se sont retrouvés à creuser sous les décombres à la recherche de leurs familles, de leurs proches, dans une atmosphère apocalyptique où tout est devenu poussière. Dans ce paysage de destruction, une famille entière de 14 personnes a disparu, englouties par leur propre maison suite à une frappe aérienne sioniste au beau milieu de la nuit. Au moment où les habitants de Gaza enterrent leurs morts, certains des corps sont toujours coincés sous les dalles de béton, impossible pour eux de les sortir avec leurs maigres moyens. La famille Chamlach a été entièrement anéantie. Toute la famille, 14 personnes, toutes sous les décombres. Nous avons fait sortir 12 personnes et les autres sont toujours sous les décombres. Nous ne pouvons pas les faire sortir. Les forces sionistes ont frappé le bâtiment sans avertir. Ils n'ont rien dit. Soudain, nous avons entendu la frappe aérienne et nous avons couru vers le bâtiment. Nous avons découvert qu'il s'était complètement effondré. C'est avec le cœur lourd qu'ils se tiennent devant les tombes de leurs bien-aimés, les yeux remplis de larmes. Ils prient pour que tout ce chaos et cette violence prennent fin. Les Palestiniens de Gaza continuent d'espérer un avenir meilleur sur leur terre, violée par le monstre sioniste. Houda Ayman, je reviens vers vous. On vient d'apprendre que l'autorité palestinienne a demandé de l'aide internationale. Est-ce que vous avez des informations à nous fournir concernant la situation humanitaire, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie? En tout cas, à Gaza, on a bien vu les reportages, c'est bien un programme qui se passe en ce moment et malheureusement, personne n'en parle de tous ces innocents qui sont en train de mourir jeunes, en famille, en masse. Et Israël, bien sûr, va à fermer tout ce qui est électricité, donc ils n'ont pas l'Internet, ils n'ont pas le gaz et l'électricité, donc c'est sûrement très très dur, surtout quand on voit aussi comment le monde, surtout européen, allume le drapeau israélien partout sur la Tour Eiffel, à Berlin, dans beaucoup de villes européennes. Ils pensent seulement à Israël et aux Israéliens, et parce que peut-être que le propagande israélien est beaucoup plus fort, le propagande juif aussi est très fort partout dans le monde, mais aussi Jérusalem, la Terre Sainte. Il y a dans le banlieue de Jérusalem, à Silouan, à Jabal el-Mukabber, à Ras-el-Hamoud, à Aizariya, Wadi Joz, il y a des attaques israéliennes tout le temps. Hier soir, il y avait dans tous les quartiers, surtout dans la vieille ville de Jérusalem, il y a beaucoup de militaires. En fait, c'est comme un couvre-feu. Il n'y a personne. Les Israéliens sont interdits de sortir de chez eux. Et les Palestiniens à Jérusalem-Est, donc c'est la jeunesse, encore une fois. Pardon, les combattants, la jeunesse palestinienne qui sortent dans la rue pour un peu résister leurs droits, en fait. Pour afficher leur présence, oui, bien sûr. Et leur présence, mais ce qui se passe à Jérusalem aussi, c'est très, très dur. Et ça m'étonne très, très fort, justement, quand je parle des pays européens, nous ne dépendons pas beaucoup sur l'Europe, mais c'est quand même, si on est dans cette situation aujourd'hui, et avec tout ce qui se passe, c'est aussi, il faut absolument que l'Europe aussi prenne leurs responsabilités
l'Holocauste, c'est pas nous qui doivent payer le prix de ça, parce que ici on le vit tous les jours. Le Shoah, c'est comme si c'est de ma faute, alors que nous n'étions pas fascistes, nous vivions très bien, juifs, chrétiens et musulmans, donc arabes et juifs, en Palestine avant 48. Donc il faut aussi regarder la cause des choses. Cette occupation Houda Ayman, on en parle. israélienne, Excusez-moi de vous interrompre, on en parlera à la troisième partie si vous le voulez bien, qu'on entame tout de D'accord. suite. Mais avant, une nouvelle page de publicité. On revient tout de suite. Et voilà, on entame la dernière partie d'une émission spéciale consacrée aux opérations qui ont lieu actuellement à Gaza, où les bombes continuent à pleuvoir. Mais on va parler d'un aspect aussi de la guerre qui peut parfois sauver des sociétés en crise, comme la société sioniste qui semblait être en crise profonde, en crise économique, crise politique. On l'a vu avec des manifestations inédites où on voyait des agents du Mossad, du Shin Bet, battre le pavé pour faire reculer la réforme judiciaire de Benjamin Netanyahou. Alors, Jacob Cohen, vous qui observez depuis pas mal d'années, qui connaissez bien la société sioniste, cette guerre semble tomber à pic puisqu'elle, à la fois, elle rebâtit l'unité nationale, elle revigore une société qui était en proie à une crise profonde et on semblait qu'au-delà, elle arrivait au bout d'un cycle. Oui, elle aura eu ce côté, c'est-à-dire, vous savez, depuis à peu près 9 mois, Israël est au bord de la guerre civile, quasiment. C'est-à-dire que les tensions entre les communautés étaient telles que toute coexistence devenait de plus en plus difficile. Regardez, par exemple, il y a juste une semaine, et des religieux ont voulu faire la fête sur la place centrale de Tel Aviv. Je veux dire, ils le faisaient chaque année, même si Tel Aviv est une ville laïque. Mais cette année, ils ont été insultés, ils ont été chassés, etc. Là, vraiment, il y avait un fossé qui se creusait. On n'était pas encore au bord de la guerre civile armée, mais on n'était pas très loin. Il y avait des milliers de militaires qui refusaient de servir dans la période de réserve, etc. Et on ne savait pas comment sortir de cette impasse. Les deux leaders de l'opposition, Gantz et l'autre, enfin j'ai oublié son nom, Lapid, étaient à couteau tiré avec Netanyahou. Ils ne voulaient même pas discuter avec lui d'une possibilité de On est arrivé à une rupture. Et là, finalement, bon, évidemment, là, ils vont rentrer ces opposants vont rentrer dans le gouvernement sous la direction de Netanyahou, ministre son portefeuille. Donc, probablement, on mettra entre parenthèses la réforme de la Cour suprême et le pays va repartir comme avant. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, d'abord, il y a deux obstacles à repartir comme avant. Les dissensions créées pendant 9 mois ont été telles qu'on voit mal comment la société peut vraiment résorber les insultes, les vindictes, les menaces, les agressions, etc. Peut-être une guerre, justement. Peut-être qu'une guerre, justement, peut revigorer la société, une société en crise. D'accord. Sauf que cette guerre a ceci de particulier que ce n'est pas une guerre qui aurait donné aux Israéliens l'envie de combattre pour leur pays. C'est-à-dire, cette guerre, enfin la journée du samedi, a montré à quel point la société israélienne était mal préparée, était peureuse. On a vu, les gens fuyaient. Où est cette société qui
qui étaient capables de se battre, de se défendre, le courage. Les gens pleuraient. C'était vraiment la débandade. C'est une humiliation terrible. Enfin, et c'est pas moi qui le dis. Enfin, je veux dire, il y a des éditorialistes, même sionistes, qui le disent. C'est une débâcle spirituelle, intellectuelle, politique, morale. Et donc, c'est pas comme si, par exemple, l'Égypte avait déclaré la guerre à Israël, et là, il y a un front commun, on se bat pour... Pas du tout, au contraire, vous savez que à l'aéroport Ben Gurion, il y avait des milliers d'Israéliens qui se battaient pour partir il y a 2 jours. Donc, et probablement, il va y avoir des gens qui vont se dire, bon, finalement, ce pays, etc. Donc, c'est un sentiment de malaise qui saisit les Israéliens. Et puis, en même temps, bon, je veux dire, cette guerre, c'est quoi comme guerre, finalement? Quand on veut voir la guerre de 73, bon, les Israéliens se sont défendus, enfin, ont défendu leur pays, leur terre. Mais là, c'est quoi comme guerre? On envoie des avions bombarder, détruire des immeubles, on coupe l'électricité, on coupe le gaz, enfin, on affame une population entière, etc. Je ne sais pas, quelque part, je ne sais pas si vraiment, pour beaucoup d'Israéliens, pas tous, mais en tout cas, je ne sais pas si pour beaucoup d'Israéliens, ils se sentent aujourd'hui rassurés, rassérénés, comme sortis vraiment, comme ayant combattu, comme ayant survécu à une crise. Et donc, c'est pas vrai. Ok, cette guerre va remettre un gouvernement d'union en place, mais à mon avis, sans vraiment les avantages d'une vraie union, d'une union sincère, d'une union vers un avenir radieux, vers un avenir solidaire. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est brisé, quoi, c'est ce que vous dites. Oui, incontestablement. Merci, monsieur Jacob Cohen, d'avoir été des nôtres pour l'édition spéciale. Et je rappelle que vous êtes auteur et surtout analyste politique. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt, au revoir. Alors justement, cette guerre a un coût économique, notamment sur la bande de Gaza. C'est un sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Une région déjà sous pression socio-économique. Gaza, une ville palestinienne densément peuplée est depuis longtemps le théâtre de conflits et de tensions. Les conséquences sont variées, la cause est unique, les sionistes. Les raids ont provoqué des perturbations majeures à Gaza et ont eu un impact dévastateur sur les activités économiques déjà fragilisées par 15 ans de blocus. Gaza a longtemps été aux prises avec des défis importants. Les agressions menées par l'occupationniste ont engendré une série de conséquences dévastatrices pour l'économie. Les raids aériens ont entraîné la destruction d'infrastructures essentielles. Un handicap supplémentaire entrave la capacité de la ville à mener des activités économiques de base. La fermeture des frontières complique davantage l'acheminement des marchandises, provoquant des pénuries de produits de large consommation. Face à cette crise aiguë, les autorités ont sollicité les organisations humanitaires internationales pour fournir une assistance d'urgence à la population locale. À l'heure actuelle, la situation économique à Gaza demeure incertaine. Les blocus et les raids de sionistes l'ont exacerbée. Rappelons l'urgence d'une solution durable pour mettre fin aux pratiques terroristes de l'occupationniste et aider Gaza à se reconstruire sur tous les plans, notamment économiques. Dernière partie de notre rendez-vous du jour, l'occasion de recevoir notre dernier invité. Il s'agit de Hamad Amani de Beyrouth, écrivain, journaliste. Bonsoir monsieur, marhaban. Ahlan wa sahlan. Merci d'être des nôtres. Je vous en prie. Avec plaisir. Alors justement, depuis le début de ce conflit, on
on se posait la question, on spéculait sur l'entrée dans le théâtre des opérations du Hezbollah. On sait que le premier jour, dès les premières heures du conflit, on sait que des roquettes ont été tirées entre le Hezbollah et l'armée, et les unités sionistes, notamment au niveau d'un secteur très disputé qui s'appelle les fermes de Sheba. Évidemment, c'est d'abord, il faut corriger une expression qui, hélas, elle est très répandue. On dit c'est le Hezbollah qui a fait ceci, le Hezbollah qui a fait cela. En fait, c'est la résistance patriotique qui fait ça. Le Hezbollah, c'est un parti politique comme les autres partis politiques. Évidemment, il a des relations très privilégiées avec la résistance, mais la résistance, c'est la résistance. Alors, concernant ce qui s'est passé au sud hier, dans les hameaux de Kfar Chouba et de Sheba, hier, la résistance libanaise a attaqué 3 centres névralgiques pour l'occupant israélien qui occupe une partie du territoire libanais. Donc, ils ont attaqué 3 centres pour l'ennemi, et ces centres se trouvent sur le territoire libanais. Dont un de ces centres, celui qui héberge 3 grands radars. Radars, évidemment, pour l'espionnage, et le brouillage, un autre pour le brouillage, etc., et qui couvre la superficie du Mashrek arabe en entier, c'est-à-dire l'actuelle République arabe syrienne, le Liban, la Palestine, le Sinaï, la Jordanie, l'Irak, le Koweït et une partie de l'Arabie saoudite, la partie nord de l'Arabie saoudite. Selon certaines informations très crédibles, les bombardements ont neutralisé complètement les 3 radars. Mais les Israéliens ont opté pour le bombardement de territoires situés à l'extérieur des villages frontaliers. L'explication de cette réaction très timide de la part des Israéliens, c'est qu'ils ne veulent pas ouvrir un nouveau front compte tenu de l'aggravation de la situation dans la région sud de la Palestine, sud-ouest de la Palestine, avec limitrophe de la bande de Gaza. Mais à partir de cet après-midi, on a commencé à repérer des mouvements de troupes de la part de l'armée israélienne. Et là, il y a des bombardements. On ne sait jamais ce qui va se passer cette nuit, mais il y a des bombardements, des attaques israéliennes sur le territoire libanais, sur la bande frontalière, avec des armes qui rappellent les nouvelles armes qui attaquent actuellement, depuis 2 heures de temps, qui attaquent la bande de Gaza. C'est-à-dire un genre de bombe excessivement fort et dangereux. Alors, justement, on va voir comment les choses vont évoluer. Très bien. Alors justement, Sofiane Baroudi, l'implication, comme vient de le dire Monsieur Hassan Hamadi, l'implication du Liban dans le conflit pourrait compliquer la tâche pour les Israéliens, mais en même temps, des Libanais traversent actuellement une crise économique très profonde. Peut-être qu'il est malvenu aussi pour les Libanais de s'impliquer dans ce conflit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a déjà le gouvernement libanais a assuré qu'il ne voulait pas s'impliquer dans ce conflit-là, ce qui est évident parce que le Liban, comme vous l'aviez évoqué, traverse une crise économique et politique assez grave. Mais ce qu'il y a aussi à savoir, c'est qu'il y a encore des territoires qui sont occupés au Liban, comme Mazar al-Shaba et Tir al-Kafar Shouba, et qu'il y a aussi des tentatives récurrentes d'agression de la part de l'armée d'occupation. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, c'est aussi des bombardements à l'artillerie dans la bande frontalière entre la Palestine occupée et le Liban. Et il y a aussi un lien très très fort entre l'axe de la résistance et la Syrie, où il y a aussi un mouvement de troupes vers le Golan occupé. Après, il y a une vraie crainte de la part de l'armée d'occupation d'ouvrir un nouveau front qu'ils appellent le front nord, parce que, et ça a été rapporté par Abu Hamza, qui est le porte-parole de Salah el-Quds, il y a encore des combats à l'intérieur de colonies et à l'intérieur de bases qui sont des bases sécuritaires de haute importance derrière les lignes. Et donc, il s'agirait d'étirer aussi l'armée d'occupation qui n'est pas préparée à une guerre de longue haleine et aussi à une guerre sur plusieurs fronts, ce qui serait possible. Parce que si l'attaque depuis la bande de Gaza, qui est stratégiquement négligeable par rapport au Liban et à la Syrie, a eu une telle ampleur, on peut s'imaginer ce que la profondeur stratégique ouverte au Liban, en Syrie, voire l'Irak et le Yémen qui sont impliqués dans l'axe de résistance, pourrait provoquer. Et c'est quelque chose qui est très très craint par les stratèges sionistes. Alors, Hassan Hamadi, est-ce que selon vous, on est en train d'assister à un Moyen-Orient qui est en train d'être remodelé profondément? Est-ce qu'il y aura un avant et un après 7 octobre 2023? Je vais vous dire d'abord, personnellement, je n'utilise pas du tout la terminologie Moyen-Orient, parce que c'est une terminologie colonialiste. Nous sommes le Mashrek arabe, et chaque Mashrek a son Maghreb, et chaque Maghreb a son Mashrek. Donc, c'est une appellation commune, on essaie d'utiliser une appellation commune. Allez-y, allez-y. Nous ne sommes pas le Moyen-Orient, nous ne sommes pas du tout le Moyen-Orient. Nous sommes le Mashrek arabe. Alors, force est de constater que actuellement, il y a une avancée de la part des États-Unis qui pousse les Israéliens à continuer dans la guerre, quels que soient les résultats. Cette avancée guerrière de la part des États-Unis vont certainement entraîner derrière elle les laquais des États-Unis, c'est-à-dire les colonies américaines d'Europe. Parce que les pays européens, c'est des pays sous occupation, finalement. Occupation militaire américaine par le biais de l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique, et une occupation culturelle et sécuritaire de la part des Israéliens. Les gouvernements européens ressemblent au gouvernement libanais. On peut parler de la libanisation des gouvernements européens actuellement parce que le gouvernement libanais, surtout actuel, c'est un gouvernement qui suit l'ordre des États-Unis à l'aveuglette. Hassan Hamadi, complètement à l'aveuglette. On terminera malheureusement sur cette petite touche, une conclusion un peu critique. Merci d'avoir été avec nous. L'édition spéciale du jour arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, je vous laisse. Tout de suite, vous suivrez la suite des programmes sur Al 24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.